suis Raphaël Séguier et je vous présente le podcast Sésame Asie. La région APAC compte plus de 4 milliards d'habitants et représente près de la moitié de la croissance économique mondiale. De nombreux Français sont donc venus s'installer ici, dans la région la plus dynamique au monde. Cependant, réussir en Asie n'est pas toujours facile. C'est pourquoi j'ai décidé de voyager de Hong Kong à Singapour, en passant par Tokyo et Shanghai, pour rencontrer ces Français qui ont réussi en Asie, percer leurs secrets et les partager avec vous. Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Boris. Bonjour Raphaël. Merci de nous recevoir dans tes bureaux. Donc Boris Duhamel, tu es CEO et founder de Baseline. On est dans tes bureaux à Kowloon. Donc avec ce podcast, je découvre un peu Hong Kong. J'ai fait beaucoup de rendez-vous sur l'île de Hong Kong, comme tu imagines. J'ai été même sur l'île de Lantau, plus surprenant. Mais on est maintenant de l'autre côté du harbor à Kowloon, il y a aussi beaucoup de bureaux. Mais vas-y, je te propose de te présenter brièvement et de nous dire qu'est-ce que c'est Baseline. D'accord. Donc Boris Duhamel. Baseline, c'est une société qui est spécialisée en éclairage et qui émane d'une idée venue d'amis architectes et designers dans le retail qui se plaignaient souvent de la qualité des éclairages dans leurs boutiques. Et donc j'ai trouvé ça intéressant et j'ai creusé ce sujet pour essayer de comprendre quels étaient les chaînons manquants et quelles seraient les valeurs à ajouter dans cette chaîne pour permettre aux marques, aux retailers d'optimiser l'éclairage dans leur boutique. Ok, donc on est dans ton showroom là. Je vois d'ailleurs le trophée du petit journal / EDEC qui trône dans le showroom. J'ai fait même l'EDEC et j'ai un partenariat avec le petit journal qui j'espère va me permettre de diffuser cet épisode à une plus grande audience encore. Mais donc on est dans ton showroom, on voit un peu donc des exemples d'éclairage, c'est ça ? C'est ça, oui. En fait, le showroom c'est une pièce de vie qu'on utilise pour faire nos meetings en interne, mais pour recevoir nos clients, pour inviter aussi des architectes, des designers. Donc, il y a un côté un petit peu cocooning dans ce showroom avec un salon, une cuisine. Les gens ici font la cuisine à midi pour le lunch. Et donc du coup, cette pièce de vie est illuminée comme dans la réalité. Il y a des systèmes de contrôle qui permettent de contrôler, de piloter l'éclairage, de faire varier l'intensité de la lumière, la couleur de la lumière par exemple sur la table de meeting. On a aussi un système de rails au mur qui nous permet d'exposer des artistes de temps en temps. L'idée c'était de faire de cette pièce une pièce créative qui permet aussi de tester les solutions d'éclairage sur différents environnements ou sur différents produits. Ok, d'accord. C'est un peu la limite du podcast. Merci de décrire la pièce. Mais ok, on va revenir un peu sur ton parcours parce qu'avant d'arriver à Baseline, tu as vraiment fait beaucoup de choses. On va dire que tu as un gros profil intrapreneur, plusieurs grosses expériences de CEO, de managing director de différentes boîtes où tu as monté le business en partant de zéro sur l'Asie. Et maintenant, tu es donc entrepreneur en tant que CEO et founder de cette entreprise. Mais donc déjà, alors ça fait combien d'années en Asie ? J'essaie de compter. Ça fait 23 ans, je pense. 23 je suis arrivé en 97 à Hong Kong. Ok. Je commence à avoir quelques siècles d'Asie cumulés sur le podcast. Alors, tous les gens qui tournent dans les 25 ans, une génération de gens expérimentés. Et donc, dis-nous un peu comment est-ce que tu es arrivé en Asie déjà ? C'était directement Hong Kong et décris-nous un peu peut-être qu'est-ce qui t'a amené à Baseline, tes différentes expériences. Oui, d'accord. Donc à l'époque, je travaillais pour un groupement de fabricants français de jouets, un GIE, groupement d'intérêt économique qui s'appelait Super Jouets, et pour qui j'avais travaillé pendant 2 ans à l'export sur l'Asie et sur le bassin méditerranéen. Et chez qui j'avais fait un VIE à l'époque, ou CSN, en Belgique au préalable. Et en développant l'Asie pour ce groupe,
On s'est aperçu, donc c'était dans les années 95-96, qu'on était sur des marchés à forte croissance. Le jouet était porté par le développement du retail, par le développement d'enseignes type Toys R Us, qui avait un plan d'implantation assez agressif en Asie, et aussi par l'engouement des consommateurs asiatiques pour les produits français, et notamment pour les jouets éducatifs. Et donc c'est naturellement que le groupe m'a proposé de venir m'installer à Hong Kong pour créer une filiale, qui nous permet. C'était pour adresser le marché asiatique en fait. Pour adresser le marché asiatique, et puis au passage aussi pour faire du transfert de production, pour localiser certaines productions. Et quand on parle de jouets, c'est quel type de jouets Alors ces marques-là, Smoby, Bercher, Charton, Fafre, Clairbois et Lardy, étaient portées essentiellement sur le jouet éducatif, premier âge. Mais on peut dire qu'on couvrait toutes les catégories de jouets de 0 à 12 ans. Donc tout ce qui était jouets éducatifs, cuisine, poupées, tricycle, garage. Toys R Us, quoi, tout ce qu'on peut voir chez Toys R Us. Pour le premier âge, ouais, effectivement. D'accord, pour cet âge-là, quoi. Et donc ça commence à remonter. C'était Hong Kong, déjà Hong Kong à l'époque. Comment ça se passait? Tu faisais du business développement sur toute la zone? Ouais, je faisais du business développement sur la zone. Donc je me suis basé à Hong Kong. On a accentué le business développement sur la zone. On a commencé aussi à faire de l'export de produits fabriqués en Asie vers le reste du monde. Et voilà. Et puis c'était quoi les gros marchés? À l'époque, le Japon était notre marché phare. On avait un produit qui était génial et qui existe toujours, qui a été copié depuis certainement par différents fabricants, qui était un tricycle à canne. Donc c'était entre la poussette et le tricycle. Ça permettait à l'enfant d'avoir une expérience de tricycle, et ça permettait aux parents de le pousser comme s'il était dans une poussette. Ça permettait un tricycle, donc un petit vélo avec une canne derrière pour le pousser. D'accord, c'est ça. Et ça permettait de mettre des bébés dessus, parce qu'il y avait un système de ceinture de sécurité. Il y avait un siège baquet sur ce vélo qui permettait de mettre des bébés dedans, et c'était génial. Et le produit était fabriqué au milieu des plaines du Jura, à Saint-Laurent-en-Grandvaux. Et c'était un produit en acier peint, extrêmement solide, et les Japonais adoraient. On faisait des démonstrations au Japon, on montait sur le tricycle. Mon distributeur japonais était assez fort à l'époque, c'est lui qui faisait les démonstrations, et on en a vendu des quantités incroyables sur le Japon. Donc c'est des petites aventures à chaque nouveau produit qui sortait, qui marchait bien. C'était comme de lancer un nouveau business, quoi. J'imagine. C'était. Le jouet, c'est une industrie extrêmement créative, quoi. La durée de vie des produits à l'époque, c'était 1 à 2 ans. Donc il y avait chaque année dans nos collections, il y avait 60 à 70% de nouveautés. D'accord, ok. Donc toujours rechercher le nouveau jouet à la mode, trouver le. Oui, et puis suivre les tendances. Tu vois, tu parles de mode, c'était vraiment ça. C'était suivre la mode au niveau des couleurs, au niveau des matières. C'était extrêmement créatif, et il y avait un gros travail de marketing et de benchmark en amont. Et puis après, derrière, un gros travail de R&D pour essayer de réutiliser des outillages pour faire évoluer les produits et capitaliser sur le stock d'outillage qui avait une valeur incroyable et un coût élevé.
D'accord, donc il fallait être capable de produire des nouveaux jeux avec les outillages déjà existants. D'accord, Ouais. Être créatif, quoi. Ouais, tout à fait. Ok, d'accord. Et si tu parlais de jeux éducatifs en particulier, est-ce qu'il y avait un côté sur le marché asiatique? On sait qu'en Asie, ou peut-être en Chine en particulier, l'éducation des enfants est vraiment mise en valeur, donc ça tu le ressentais? Ouais, alors par exemple sur la Chine, on s'est pas mal développé, on avait ouvert un bureau en Chine aussi, et on avait deux cibles, donc il y avait le retail en Chine, mais il y avait aussi tout le marché preschool des jardins d'enfants, des kindergarten, où il y avait une forte demande pour les jouets éducatifs. Et donc quand on étudiait le comportement des consommateurs, on s'apercevait que les budgets par enfant en Chine, notamment avec la politique de l'enfant unique, se rapprochaient de ceux de l'Europe, parce que tout le monde mettait au pot pour l'enfant, les parents, les grands-parents, etc. Et donc que ce soit pour l'habillement, pour l'éducation, l'apprentissage des langues, de la musique, ou le budget jouet. Ah ouais, non, c'est enfin, enfant unique, c'est-à-dire qu'il y a les deux parents, mais il y a aussi les grands-parents de chaque côté et toute cette énergie qui se C'est concentre ça, il y a sur toute la seul famille enfant, qui concentre son budget sur un enfant. D'accord, très bien. Et donc, tu as fait ça pendant 9 ans, et après, tu es passé... J'ai fait ça pendant... Ah non, excuse-moi. Tu veux couper là? Ouais, bon, t'inquiète, je couperai. Ouais. C'est pas, J'ai fait ça c'est en pas fait... très grave s'il y a des petits quoi comme ça. Ouais. J'ai fait ça pendant 6 ans en fait. J'ai bossé 2 ans en Belgique. Vas-y, reprends, quoi, ouais. Donc j'ai travaillé dans cette industrie pendant 6 ans, 2 ans en Belgique au début de ma carrière dans le cadre d'un VIE, ensuite 2 ans au siège en France à Oyonnax où j'étais responsable export en charge des pays du bassin méditerranéen et de l'Asie, et ensuite 2 ans à Hong Kong où j'ai monté cette structure de développement commercial en Asie. D'accord. Et donc ça nous amène à ta prochaine expérience. Ton expérience suivante plutôt, qui était de... Oui, alors mon expérience suivante, c'était chez Protecta, un des leaders mondiaux de la protection anti-chute pour les gens qui travaillent en hauteur. Donc une société française qui a connu différentes époques et qui a vraiment décollé au moment où la législation a évolué en Europe et où il est devenu obligatoire de protéger les travailleurs qui travaillent en hauteur à partir de 3 mètres. D'accord. À partir de 3 donc mètres avec de la long. protection, quoi, ça peut être du Alors, casque, ce genre de choses? Non, c'est de la protection anti-chute, donc c'est soit des systèmes de harnais, de longe avec absorbeur d'énergie, donc de la protection individuelle, ce qu'on appelle les EPI, ou de la protection collective avec des lignes de vie, des rambardes de sécurité ou des rails qui permettent aux opérateurs ou aux ouvriers de se reprendre et de se sécuriser. D'accord. Donc c'est une industrie qui touche la construction, mais qui touche aussi tout ce qui est building, tour, qui nécessite un accès pour faire de la maintenance et où par conséquent il y a un risque de chute. Ok. Donc vu la croissance de la construction et la taille des buildings en Asie, on est sur un marché très important, qui est un marché de prescription pour la partie collective, donc qui nécessite de mettre en place des lobbies auprès des architectes et des développeurs pour se faire spécifier. Ok. Et donc toi, enfin pareil, t'as démarré le business pour vendre tous ces équipements sur l'Asie, c'est ça? Alors sur l'Asie, j'étais pionnier. On avait un fonds de commerce, on va dire, au Japon, où on faisait de la sous-traitance pour le leader japonais de l'industrie, et on avait un produit unique sur lequel on avait un brevet. C'est un enrouleur à câble. C'est un peu le principe du système des ceintures de sécurité dans les voitures. Donc un système de câbles qui se déroule et qui se bloque en cas de choc. Ouais. Et donc ça, c'est des enrouleurs qui allaient jusqu'à 60 mètres de long, 60 mètres de câble.
Et on avait un partenaire au Japon qui nous les achetait, donc on faisait de l'OEM, les produits étaient fabriqués sous sa marque, ils étaient fabriqués en France. Et lui, il en achetait des milliers et il les louait aux sociétés de construction japonaises. Ok, donc t'as fait pas mal de made in France au final, quoi. Ouais, on dit que l'industrie se meurt un peu en France, mais... Quand on était dans le jouet aussi, on a fait de la sous-traitance pour un fabricant de poussettes japonais qui s'appelle Aprika. Et, on fabriquait des porteurs en France pour eux. Donc c'est assez sympa d'inverser le flux. Ouais, clairement. Voilà, donc pour revenir à Protecta, donc en dehors de ce fonds de commerce qu'on avait au Japon, on faisait pas grand-chose en Asie et on a tout mis en place assez rapidement en montant des lobbies auprès des sociétés de télécom. À l'époque, c'était le début des années 2000. La téléphonie mobile explosait et donc les opérateurs partout, aux Philippines, en Malaisie, en Thaïlande, ils ont, on va dire, équipé les pays de tours. D'antennes avec des relais, et donc c'est des tours qui font je sais pas, de 80 à 130 mètres de haut, et donc qui nécessite un système de sécurité vertical fixe. On a eu des gros contrats avec des opérateurs télécom en Malaisie, aux Philippines. Et puis après, on a travaillé sur des constructions mythiques à Hong Kong, comme l'aéroport, Cheung Kong Center, à Central. On a designé des systèmes qui existent encore toujours et qui permettent de sécuriser les opérateurs qui vont faire la maintenance ou le nettoyage. D'accord, ok. C'est vrai on voit souvent ces gens, ces équilibristes là qui nettoient les gratte-ciel. Ouais. Donc ils sont sécurisés grâce à ton travail. Hein. Voilà. Et quand tu parles de lobby, en fait, c'est que donc c'était pas du commercial bête et méchant. Il y a vraiment un côté lobby. Il y avait un côté en fait didactique. Où il fallait aller voir les donneurs d'ordre ou les prescripteurs, donc souvent les architectes, pour leur expliquer l'importance au moment du concept d'intégrer dans leur architecture des solutions qui permettent de sécuriser les opérateurs au niveau des différents accès qui sont à risque. D'accord, parce que j'imagine qu'en France, c'est des choses qui sont assez régulées, alors qu'en Asie, c'était peut-être un peu plus... Alors après, ça dépend des pays. Par défaut, à Hong Kong, on suivait les normes européennes. Ensuite, au Japon, ils avaient des normes qui étaient différentes des normes américaines et européennes. Même sur l'obligation d'installer ces équipements, quoi. Ouais, ou sur le calcul des forces ou des résistances, sur les hauteurs minimales. Après, il y a pas mal de pays en Asie où c'était effectivement freestyle. Mais par défaut, les opérateurs, on a travaillé par exemple avec Total à Brunei. Sur des plateformes pétrolières offshore. Il n'y a pas de législation, ils appliquent la législation européenne. On a travaillé avec des sociétés de construction américaines aux Philippines, il n'y a pas de législation, ils appliquent la législation américaine. Ouais, donc, ça me fait penser, je me souviens d'un réparateur de clim dans un gratte-ciel à Shanghai, où le réparateur était à l'extérieur du building, au 20e étage, et il était tenu par une ficelle par un autre type à l'intérieur, et on voyait la scène où si le premier tombait, les deux partaient ensemble, quoi. La sécurité, c'est vrai que même à Shanghai, quoi, qui maintenant, on dit assez moderne, mais il y a 10 ans, c'était pas encore ça, quoi. Il y a eu des accidents où tes équipements ont été utilisés, enfin, il y a eu des... Alors pas que je sache, en tout cas pas d'accident mortel. Donc il y a certainement eu des chutes dans lesquelles les équipements ont été utilisés, sollicités et endommagés. Grosso modo, un équipement de protection, ça sert qu'une fois, quoi. C'est comme un casque. On tombe avec, on le jette après. Donc la norme est très précise par rapport à ça. Les équipements doivent être inspectés de façon régulière et récurrente.
Mais le but, en fait, quand les équipements sont utilisés, c'est qu'ils protègent les personnes. Oui, tout à fait. Donc parfois il peut y avoir des chocs, il peut y avoir des douleurs. Je me souviens en France, la société à Nice, on avait une tour de test, on testait les harnais. Donc les nouveaux harnais, on les testait. Donc on avait des mannequins, mais parfois c'est les personnes qui les testaient pour voir comment ça réagissait. Bon, ça tirait un peu dans les cuisses parfois. Hein. Ah ouais, t'as testé ou... Ouais, c'est partie de la formation, quoi. Ça fait partie de la formation. Ça permet de comprendre aussi l'impact, les forces qui s'imposent sur le corps en cas de chute. C'est un bon argument de vente, quoi. Quand tu es face à ton client, dire moi j'ai testé, c'est vrai que ça montre que tu crois en ton produit. Il n'y a pas mieux là. Ok, super. Donc, tu as fait ça pendant pas mal d'années et ensuite, l'expérience d'après? Alors ensuite, j'ai été recruté pour rejoindre un groupe qui était un spin-off d'Alcatel. Alcatel, à une époque, a acheté dans pas mal d'industries et ils avaient une société, ils avaient investi dans la batterie. Donc, il y a une société qui s'appelait Saft, dans la batterie rechargeable. Et Uniros, en fait, c'était la division grand public de cette société, était sortie du groupe Alcatel, je crois, 1 an auparavant, et je les ai rejoints pour développer l'Asie avec eux et pour mettre en place aussi un centre de production en Chine. D'accord. Donc là, c'était vraiment une expérience grisante parce que quand j'ai rejoint le groupe, c'était une PME qui faisait, je crois, 18 millions d'euros de chiffres, qui avait déjà pas mal grossi. Et en quelques années, on est passé à 120 millions d'euros de chiffres. Et puis on s'est diversifié. On avait 2 divisions. On avait une division grand public qui adressait les marchés de la distribution. On faisait pas mal de marques distributeurs pour la quasi-totalité des sociétés de distribution françaises. On avait notre propre marque aussi qui était distribuée dans le retail spécialisé, électronique, DIY. Donc des batteries rechargeables, mais qui servaient à quoi en général? Alors batteries rechargeables, tout appareil électronique portatif. Alors il y avait des petites batteries type pile, et puis des packs batteries dédiés pour appareils photo digital, pour téléphone portable. Ok, d'accord. Et donc à cette époque, c'était en 2001, 2002, c'était l'explosion de l'appareil photo digital. Ouais. Donc on a été porté par cette explosion de marché. C'était l'explosion du téléphone portable. Et puis il y avait une volonté aussi des retailers sur la partie grand public de développer le rayon rechargeable. Certainement le côté environnemental et recyclable. Les piles alcalines traditionnelles se recyclent pas. Donc c'est jeté dans la terre et c'est un déchet qui pollue les sols, qui pollue les rivières. Et le rechargeable se recycle. D'accord, ok. C'est-à-dire que non seulement c'est rechargeable, c'est utilisable plein de fois, mais ensuite c'est recyclable à la fin de son... Ensuite c'est recyclable, donc il faut que ce soit collecté. Donc on a vu au cours des 20 dernières années une évolution de la collecte et on voit maintenant des retailers, des villes qui mettent en place... des systèmes de bennes où on peut aller déposer ces batteries rechargeables et elles sont ensuite collectées et envoyées dans des usines de recyclage où on les décompose complètement et on trie les composants pour les recycler. Et t'as carrément monté une usine pour... Ouais, donc nous à l'époque en fait on travaillait avec des sous-traitants et on a monté une division industrielle qui proposait des solutions de pack batterie
pour faire de la première montre pour de l'électronique portative, donc robot aspirateur, talkie-walkie, lampe torche, on peut penser à tout appareils médicaux. Et donc on a monté une usine qui nous a permis de proposer une solution à ces clients de l'industrie électronique, où on testait les éléments et ensuite on développait l'électronique de charge et on assemblait les packs batteries entre eux dans cette usine qui se trouvait où pour les livrer à nos clients à Zhongshan, à Xiaolan exactement. Zhongshan, donc c'est dans le c'est dans le Guangdong, ouais. C'est entre Zhuhai et Canton, et on a un peu essuyé les plâtres à Xiaolan dans une nouvelle zone industrielle. Au début, on était au milieu d'une rizière. Je me souviens quand on a démarré le projet, on allait visiter le site, c'était des rizières. Ensuite, on a suivi la construction. Mais t'avais jamais fait ça, je veux dire, construire une usine en Chine ou... Non, jamais, j'ai appris. Parce que c'est totalement naturel, mais bon, dans les faits, c'est... Ouais, C'était une JV ou c'était... Non, c'était une Oufi. D'accord, C'était une Oufi qui existe toujours d'ailleurs, qui a été rachetée par une société de batterie qui s'appelle Forcier, qui est assez présente aujourd'hui sur la batterie de véhicules électriques. Et concrètement, comment on fait quand on est étranger, quand on veut construire une usine comme ça? On trouve comme des Chinois pour se faire accompagner, des partenaires. À l'époque, il y avait un Français qui gravitait dans la région et qui avait tissé des relations avec la municipalité en vue de développer un parc industriel français. D'accord. Ok. Donc, je me suis rapproché de lui et on a travaillé ensemble avec la municipalité pour toute la partie administrative, le contrat de bail, etc. Et comme l'usine a été construite de toutes pièces, on a pu la designer et la configurer. D'accord. Voilà. Et puis après, une fois que c'est sorti de terre, et ça a été assez vite, ça a mis 1 an. On a acheté des machines, on a embauché des gens et on a commencé à produire. Donc on a ça a presque l'air simple en t'écoutant. On a transféré une partie de la production qu'on avait chez des sous-traitants qui consistait à faire du packaging. On a mis en place un laboratoire de tests. Donc on en avait déjà en France, on l'a dupliqué et puis on l'a agrandi. Et voilà. Après, on a mis en place des process. Mais on connaissait le métier et tout ce qu'on faisait déjà avant à l'extérieur, on l'a intégré en améliorant une partie des process, notamment la partie amont, R&D, la partie contrôle qualité. D'accord. Voilà. Et ça nous a permis de pouvoir toucher des nouveaux marchés, parce que de fait, on devenait industriel en Chine. Ok. Parce que tu as cette double casquette, tu as fait des études à la fois techniques et à la fois business, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai commencé par des études d'ingénierie générale, génie mécanique et productique. Et ensuite, j'ai fait des études commerciales. J'ai fait une école de commerce. Ce qui t'a permis à la fois, donc, tu as fait beaucoup de commercial, tu nous as expliqué, mais à la fois d'être à l'aise sur un sujet plus technique comme ça, il fallait construire une usine, installer des machines. Ouais, tout à fait. J'ai toujours travaillé dans des secteurs industriels où il y avait de la production, il y avait une activité de transformation, une activité manufacturée, et le fait de parler le même langage que les ingénieurs, que les techniciens. C'est un avantage d'être capable de lire un plan, de comprendre les matières, la résistance des matériaux, les réactions chimiques. Ça permet de se mettre au niveau des gens et de parler le même langage. D'accord. Et en termes de langage, justement, vu que tu nous as parlé de la Chine, du Japon, est-ce que tu as appris un peu à parler certaines de ces langues? Est-ce que c'était facile de communiquer? Alors j'ai passé pas mal de temps en déplacement au Japon sur mes premières années en Asie. Et donc du coup je comprends un peu le japonais, j'arrive à balbutier quelques mots, donc
ça peut donner le change en début de discussion ou un chauffeur de taxi. Le chinois, c'est plus difficile. Étant basé à Hong Kong, au début, les gens parlaient que cantonais à Hong Kong il y a 20 ans. Donc j'ai pris des cours de chinois quand je suis arrivé. Quand j'allais en Chine, les gens me comprenaient pas. Et donc, et puis après, pris dans la spirale des voyages et de l'activité, c'était difficile de poursuivre. Donc je comprends un peu le chinois, j'arrive à donner ma route à un taxi, j'arrive à commander au restaurant et à demander l'addition. En mandarin. En mandarin. Ouais. Ouais. Et le cantonais, quoi, après pas loin de 25 ans sur Hong Kong, enfin, ça finit par devenir familier un peu pour... C'est pareil, malheureusement, je dirais, étant à Hong Kong, on baigne dans l'anglais. On fonctionne en anglais au niveau professionnel, que ce soit avec les clients, avec les fournisseurs, au bureau, à la maison, c'est le français. Dans les cercles d'amis, ça va être le français et l'anglais. Donc il y a pas beaucoup d'occasions en dehors de situations de rue, de taxi ou de shopping qui permettent de parler cantonais. Donc encore une fois, ouais, j'ai quelques mots, mais je suis pas capable de tenir une conversation en cantonais et ça m'a pas passionné. Et c'est ce qui est spécial à Hong Kong, quoi. C'est vraiment Ouais, un des rares endroits au monde où on peut vivre sans parler la langue locale, quoi. C'est ça. Après, c'est quand même un peu regrettable, quoi. Après plus de 20 ans ici, de pas parler la langue locale, mais j'ai débarqué ici, je pensais rester 3 ans. Je me suis dit, tiens, je vais plutôt me focaliser sur le mandarin que le cantonais, parce que ça servira même si je me déplace. Et puis voilà, après le temps passe et là maintenant on a des équipes, on a des gens qui parlent chinois dans les équipes et donc le besoin de parler la langue est moins important qu'auparavant, quoi. Ok. Après cette petite parenthèse, vas-y, avançons encore, parce que je crois que tu as encore une expérience avant d'arriver à Baseline. Il faut qu'on garde un peu de temps pour Baseline sur la fin tout de même. Ouais, donc après Uniroche, j'ai rejoint un groupe qui s'appelle Bergner, dont le siège était à Hong Kong, qui est un groupe qui a été créé par un jeune entrepreneur talentueux d'ustensiles de cuisine, de produits de décoration pour la maison. C'est un groupe qui faisait 250 millions d'euros de chiffre, avec le gros de son activité en Russie et en Europe de l'Est. Ok. Donc on a à peu près 500 personnes dans le groupe, dont 160 à Moscou. Et c'est une entreprise qui a été créée où, en fait? Et c'est une entreprise qui a été créée ici à Hong Kong. Ah d'accord, ok. Par un étranger Ouais, par un Autrichien d'origine géorgienne, qui avait, je pense, de la famille dans la distribution dans ces régions et qui a senti le besoin de développer une gamme à prix compétitif d'ustensiles de cuisine et qui au fur et à mesure du développement de son entreprise s'est développé très rapidement, a intégré du marketing. Donc on parlait de la mode tout à l'heure, il a intégré de la mode dans les poêles et dans les casseroles, dans les couteaux, en rajoutant de la couleur, du design. En fait, ce qui a fait le succès de son entreprise, c'est son fondateur qui était ultra créatif et qui développait des gammes sans arrêt. Ils ont eu la chance d'être sur des marchés extrêmement porteurs en Europe de l'Est, qui a permis rapidement de développer des volumes. Et, je me souviens, moi, à l'époque, on avait 6 ou 7 fournisseurs en Chine chez qui on faisait 85 à 95% de la production. D'accord. Ouais. On était plus gros que Tefal en Russie en termes de volume de poêles annuel. Ok, et toujours sur la marque Bergner. Alors, Bergner, c'était la marque phare, mais derrière, il y avait une multitude de marques qui permettaient de distribuer sur différents réseaux. Donc, il y avait des réseaux
de vente directe. Il y avait des réseaux type marché, comme on a pu connaître nous quand on était enfant en France. Des poils vendus sur le Ouais, marché. ouais, c'est ça. Ouais. Et puis un petit peu de distribution moderne avec des chaînes qui se développaient dans ces pays. Et donc là, tu étais CEO Monde par la force des choses, donc Ouais. c'était une boîte hongkongaise. Ouais. Donc c'est-à-dire que le fondateur, il a senti le besoin d'être accompagné par un CEO. Ouais, Comment ça s'est passé? Ouais, c'est quelqu'un qui était autodidacte et qui avait commencé à travailler à 15 ans. Et là, il avait atteint une taille critique, entouré beaucoup d'amis et de gens de la famille. Donc, il a ressenti à un moment donné le besoin de structurer et aussi de se développer en Europe de l'Ouest. Mm-hmm. Et donc j'ai participé pendant mon expérience chez Bergner à la restructuration des équipes ici en Asie. En transférant la plupart des équipes en Chine et en réduisant l'équipe à Hong Kong au minimum pour être plus proche des usines. Et puis j'ai travaillé à la structuration des équipes en Europe. D'accord, ok, très bien. Et donc, qu'est-ce qui t'a amené à démarrer Baseline? Ça s'est fait directement après cette expérience? Ouais, c'est directement après cette expérience. En fait, en discutant avec des amis ici sur Hong Kong qui travaillaient pour des marques de luxe, notamment dans le design des boutiques, j'ai compris qu'il y avait un problème en Asie sur l'éclairage des boutiques. Les marques à cette époque-là avaient un développement rapide. Le besoin de construire rapidement parce que les loyers sont élevés. Donc quand ils prenaient possession d'un lieu, il fallait pouvoir très vite faire le design, construire et ouvrir pour générer des ventes. Et les équipes qui gèrent le design et le développement des boutiques localement en Asie pour ces marques sont des gens qui viennent du design intérieur ou de l'architecture et qui ont des connaissances, on va dire, limitées en éclairage. Mmh. Et au cours des 5 dernières années, la technologie a énormément évolué dans le domaine de l'éclairage, puisque maintenant c'est de l'électronique. Mmh. Alors qu'avant, on mettait une ampoule dans une lampe, on savait exactement ce qu'on avait comme résultat. D'accord. Aujourd'hui, c'est la nébuleuse. Il y a énormément de fabricants sur le marché. Il y a des variations dans la couleur de la lumière. Il y a la notion d'optique qui rentre en jeu aujourd'hui dans le luminaire, alors qu'avant elle était intégrée dans l'ampoule. Mmh. Donc l'offre a atteint un niveau de complexité qui fait que pour des gens qui sont pas experts, c'est difficile de s'y retrouver et de faire les bons choix. D'accord. Et puis à cela, on ajoute la vitesse d'exécution, ouais, qui fait que quand on est chef de projet et quand on se concentre sur la réalisation du projet en général, on va sous-traiter la maîtrise d'œuvre à un contracteur général qui connaît pas grand-chose non plus en éclairage et qui va proposer des solutions alternatives si la marque a des guidelines et vraisemblablement affecter le résultat. Donc ce que j'ai trouvé, c'est que dans la chaîne de valeur de l'éclairage des boutiques, il y avait un certain nombre de chaînants manquants qu'on pouvait adresser de façon intelligente et mettre en place une activité qui pouvait être récurrente et scalable, pas comment on dit en français. Ouais, scalable, c'est comme ça qu'on dit. Tu peux passer à l'échelle, on va plus comprendre. Ouais. Voilà, donc ça a commencé. Mais donc, ça n'a rien à voir avec ce que tu faisais avant. Ça n'a rien à voir avec ce que je faisais avant. Ça paraît évident, mais tu n'avais pas forcément la connaissance technique, tu n'avais pas le réseau dans le retail. Le lien, moi j'en vois deux. Il y a l'électronique. Ouais. Quand j'étais dans la batterie rechargeable et les systèmes de charge, on était dans l'électronique. Et aujourd'hui, l'éclairage, c'est de l'électronique. Donc, il y a énormément de similitudes
au niveau industriel. Donc au niveau de la partie... C'est un boîtier électronique central qui commande tout, c'est ça que tu veux dire? Ça peut, ou chaque LED, chaque élément peut avoir un contrôle individuel aussi. Donc, parce que les LED, souvent, quand tu parlais de révolution technologique, la LED a dû être une petite révolution aussi, j'imagine. C'est une révolution incroyable en termes de technologie, en termes d'écologie, mais aussi en termes de contrôle. D'accord. Voilà. Parce que on est sur un système qui est complètement électronique et donc qui est piloté par l'électronique, qui est contrôlable par l'électronique. Et donc quand l'électronique, ça peut être quoi? Ça peut être modifier l'intensité de chaque ampoule. C'est modifier l'intensité, c'est modifier la couleur, c'est programmer des scènes. Ouais. C'est faire réagir avec des systèmes de capteurs, c'est faire réagir la lumière en fonction du passage de personnes, par exemple. D'accord. Ah oui, donc on parle de design, ça peut être très poussé. Ouais, en fonction de la variation de la luminosité extérieure. Aujourd'hui, tout est possible grâce à la technologie. De quel business case tu peux nous parler? Je reste sur ton site internet, là, sur baselinehk.com, là, il y a pas mal de photos assez sympas. De quoi tu veux nous parler en particulier pour illustrer un peu ce que tu fais? Je vois du Lacoste, je vois du Coach, du Longchamp, Time Valley. Time Valley, c'était du groupe Richemont, c'est ça? Ouais, Time Valley, c'est innovant. Time Valley, c'est une start-up du groupe Richemont, donc c'est une start-up innovante de distribution. De vente multimarque de montres, c'est ça? C'est ça. Et donc aujourd'hui, il se développe essentiellement sur la Chine par le biais de partenaires. Et ils ont créé ce concept multimarque très luxe où on va retrouver les marques proéminentes de l'industrie de la montre. Et donc on travaille avec eux depuis le début sur la conception de leur éclairage et de leur atmosphère pour leur boutique. D'accord. Ouais. Et qu'est-ce que tu as eu le projet peut-être le plus innovant quand tu parlais d'interaction avec les clients qui y passent? Tu as fait des choses vraiment... Alors projet innovant, on a fait des tests de vitrines réactives avec une marque de cosmétiques australienne qui s'appelle Jurlic, où l'intensité de la lumière varie en fonction de la proximité du client. Donc il y a des produits qui sont en display en vitrine, c'est dans un mall, et il y a des clients qui passent, et dès qu'ils se rapprochent de la vitrine, l'intensité augmente sur les produits. Donc voilà, il y a une expérience client qui se développe à ce niveau-là. Ouais, sur le retail, avant de parler de lumière dynamique et de variation, etc. Ce qui est important, c'est la scénographie, c'est de mettre en valeur les produits, d'essayer de traduire le DNA des marques par l'atmosphère qu'on crée. Donc il y a un gros travail de scénographie et de recherche et développement qui doit être fait pour définir les atmosphères et définir les luminaires qu'on va intégrer dans le plafond, dans les mobiliers, pour matcher avec l'architecture de la marque et du designer. Parce qu'il y a une réelle, enfin pour la plupart des gens sont un peu néophytes quoi, sur la lumière dans le retail, c'est assez niche quoi, c'est spécialisé. Mais j'imagine qu'il y a une vraie identité de marque quoi. Les marques doivent avoir des guidelines et il doit y avoir un univers, enfin une atmosphère créée par la lumière qui doit être propre à chaque marque et qu'on doit ressentir inconsciemment comme client, c'est ça? Ouais, tout à fait. C'est la lumière, c'est un parfum pour les yeux, donc on touche les sens et plus la marque est positionnée haut de gamme en termes de luxe et plus elle est évoluée en termes d'expérience client, plus on aura une charte précise sur la lumière, sur l'atmosphère, sur les luminaires à utiliser. Donc, ce qui est assez intéressant aujourd'hui, c'est de travailler avec des marques qui essaient d'évoluer et de faire évoluer leur concept et qui s'aperçoivent que la lumière, en fait, c'est un élément prépondérant
dans l'expérience client et c'est un élément minoritaire en termes de budget. L'éclairage, tout compris, design et fourniture d'un magasin, ça représente entre 5 et 12% du capex total de la construction du magasin. Par contre, ça représente au minimum 50% de l'expérience client dans la boutique. D'accord. Ouais. Et pas que du client d'ailleurs, des vendeurs aussi qui sont dans la boutique. Si on a une boutique qui est trop lumineuse, qui est trop éclairée, ça sera pas agréable pour les gens qui passent la journée dedans et du coup ils seront peut-être moins efficaces. Donc il y a tout cet environnement d'expérience qui est à prendre en compte au moment de la conception de la lumière. D'accord. Et enfin justement, est-ce qu'il y a pas un côté un peu culturel? Moi, j'ai l'impression que les lumières sont un peu plus criardes, un peu plus vives en Asie. Sans même parler, il y a les néons qui clignotent, etc. Là-dessus, il y a des choses vraiment typiquement hongkongaises, par exemple. Mais en termes je vois beaucoup de gens qui s'éclairent, j'ai l'impression, au néon à la maison, Hong Kong, par exemple, des trucs qu'on ferait pas. Alors, c'est vrai, il y a un côté culturel. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'œil humain réagit différemment. Et l'œil humain en Europe et l'œil humain en Asie est habitué à différentes lumières naturelles. La durée du jour est plus courte en Asie. Ouais, c'est vrai. Hein. Et naturellement, la lumière est plus intense en Asie dans les lieux publics. Donc effectivement, quand on travaille la lumière, il faut prendre en compte la dimension culturelle de la région dans laquelle on est. Tu parlais d'anecdotes tout à l'heure. On a travaillé sur un projet à Macao, le MGM. C'est une extension du MGM qui est très haut de gamme, qui s'appelle Dimension. C'est des villas privées avec des salles de jeu VIP. D'accord. Un casino à Macao, c'est ça? Ouais. Et on a travaillé avec un architecte français qui s'appelle Garcia et qui est fameux pour ses ambiances sombres. C'est lui qui est à l'origine de la Mamounia à Marrakech, qui est à l'origine de l'hôtel Coste à Paris. Qui vient d'être rénové, je crois, la Mamounia à Marrakech. Ah ouais. Ma mère a eu la chance d'être invitée il y a 1 ou 2 mois, là. Je crois que c'est pas mal. Donc c'est quelqu'un qui a une approche fascinante de l'architecture, qui est très dans le détail, mais qui éclaire ses espaces quasiment à la bougie. Et quand on a commencé à travailler avec eux sur ce projet à Macao, on leur a dit attention, on est à Macao, la plupart des clients ça va être des Chinois, il n'y a pas assez de lumière dans votre approche, est-ce qu'on peut proposer une solution avec plus de lumière? Si un client en Asie, il rentre dans la chambre et que la lumière est pas pétante et la clim à fond, il ressort. Et nous, la première chose qu'on fait, c'est éteindre la clim et baisser la lumière. Mais ici, la culture est différente et ils n'ont pas compris. Et in fine, le client a compris et on a modifié l'approche sur la fin pour pouvoir matcher avec la culture. D'accord. Il y a une photo sur le site internet de ce casino où ça reste comme un peu assez tamisé, assez. C'est l'idée. Et je pense que c'est pour ça que le client avait employé Garcia pour ce projet. C'est une zone VIP du MGM qui se voulait un peu baroque, moyen-oriental, etc. Donc. Et tu parlais d'hôtel justement, donc est-ce que c'est vrai que pour certains clients on peut retenir le setup de lumière pour que quand tu reviens dans le même hôtel on sache comment tu voulais ton éclairage, ça existe déjà ça? Ouais, tout à fait. Alors il y a des groupes qui sont assez avancés sur le sujet. Là on travaille avec le groupe qui s'appelle Hong Kong and Shanghai Hotel Group. Ouais. C'est le groupe dont dépend Peninsula. Et on travaille avec eux sur un projet à Londres actuellement. Et ils ont fait énormément de R&D sur la lumière. Et pour eux, c'est un des éléments clés de l'expérience client. Et là, on est en train de développer pour eux des luminaires décoratifs
avec lesquels le client va pouvoir faire varier l'intensité de la lumière, mais la couleur de la lumière. Ouais. Et le manager de l'hôtel pourra programmer des scènes en fonction des clients. D'accord, ok. Parce que justement, même au niveau des consommateurs, ces ampoules qu'on peut contrôler, changer la couleur, etc. Je crois que c'était Philips qui avait une gamme comme ça, des genres d'ampoules intelligentes. On entendait beaucoup parler, mais est-ce que c'est quelque chose qui s'est développé, que les gens utilisent à la maison aussi Oui, je pense que c'est quelque chose qui se développe. C'est un côté ludique, et puis après, c'est un côté pratique qui permet en fait de faire varier la couleur de la lumière en fonction de l'activité qu'on fait. Si on fait de la lecture, ou si on regarde la télé, ou si on se repose. La lumière a un impact sur le métabolisme. Il y a aujourd'hui pas mal d'études médicales qui sont faites sur les cycles circadiens. Exact, ouais. Et donc il y a un certain nombre de fabricants de luminaires qui aujourd'hui essaient de dupliquer la lumière naturelle en fonction des heures de la journée, pour permettre à des gens qui sont dans des espaces clos et borgnes de faire travailler leur métabolisme comme s'ils étaient dehors. D'accord. Espace clos et borgne, je retiens. Ça donne pas envie, mais s'il y a une bonne lumière, c'est déjà ça. Bah, ça arrive, des entrepôts. Ouais, malheureusement, t'as souvent le choix, quand tu choisis une chambre d'hôtel, c'est avec ou sans fenêtre, quoi. C'est ça. Est-ce que tu veux un trou à rat avec un peu de lumière naturelle ou pas? Ok. Et donc le développement de Baseline, de cette entreprise, comment ça s'est passé? Maintenant, vous êtes installé à Hong Kong avec une présence régionale. Ouais, alors on a commencé en faisant de l'éclairage de magasins et en travaillant avec des marques ou avec des chaînes. Et puis graduellement, au cours de ces 4 dernières années, on s'est développé sur le marché de l'hôtellerie, de la restauration. Et aujourd'hui, notre activité se divise à peu près à part égale entre le retail, où on apporte un service de design et de conception lumière. On apporte aussi un service de solutions complètes. On parlait de Lacoste tout à l'heure. On fait le design de leur boutique pour leur roll-out et on fournit aussi les luminaires. On fait les réglages le cas échéant. Et ensuite, il y a ce marché de l'hospitality sur lequel on propose aussi un panel de solutions design et procurement, fourniture et développement de luminaires décoratifs sur mesure. Parce que tu parles de rollout, typiquement, Lacoste est présent sur la plupart des pays d'Asie, et il peut y avoir des projets où il faut faire un rollout sur pas mal de pays différents, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, en général, les marques renouvellent à peu près 10% de leur parc de magasins chaque année. Donc une marque qui a 500 magasins, entre les rénovations et les ouvertures de boutiques, elle va faire 50 boutiques par an. D'accord. À peu près. Après, ça va varier en fonction du niveau de luxe des marques, mais c'est des benchmarks à peu près standards. Et donc une marque qui fait 50 magasins, ça fait à peu près 5 magasins par mois. Donc c'est un rythme important pour des petites équipes. Ouais, donc pour ces marques-là, si elles veulent pouvoir être consistantes dans leur rollout à travers l'Asie, elles ont besoin de s'adosser sur des partenaires experts qui sont capables de gérer dans leur domaine le roll-out avec leurs équipes. Ok, d'accord. Et donc le retail, c'est un domaine qui a été pas mal impacté. Là. Enfin, Hong Kong, on sait qu'on a eu les manifestations l'année dernière. Bon, le Covid, c'est mondial. Toi qui es dans l'industrie, est-ce que tu as des clients qui souffrent un peu? Qu'est-ce que tu vois de l'intérieur? Dans le luxe, nos clients ont beaucoup souffert à Hong Kong, effectivement des protestes et du Covid. Ils ont réduit la voilure sur Hong Kong, donc ils transfèrent pas mal sur la Chine. Et après, on a des clients qui sont plus masse, on va dire, qui se développent comme Decathlon,
avec qui on a démarré il y a 3 ans, je crois, et qui cette année a ouvert 2 magasins. Un magasin central. Ouais, je l'ai vu ce week-end, c'est assez impressionnant, quoi. Vraiment un super emplacement, quoi. L'emplacement est incroyable, quoi. Et l'approche de Decathlon est vraiment de rester sur leur base de DNA, mais de rajouter de la valeur avec la lumière. Et ils se sont aperçus en travaillant avec nous il y a 3 ans que la lumière pouvait changer complètement la perception de la valeur de la marchandise qui est achetée. Ok. J'ai pas fait gaffe à la lumière de Decathlon, mais je vais faire plus attention. En général, si on n'y fait pas gaffe, c'est que c'est qu'on se sent bien, c'est qu'on voit bien les produits. Généralement, quand on est sensible à la lumière, c'est qu'il y a un problème. C'est soit qu'on est ébloui, soit qu'on voit pas assez bien. Voilà. Et donc là aussi, un exemple de pilotage, on a travaillé la façade avec eux, où on a créé une façade dynamique. D'accord. Où on peut faire des animations sur la façade. Ouais, tout à fait. Ouais. Qui en plus, c'est un gros immeuble avec un énorme écran avec des pubs juste au-dessus. Ouais. Ça fait un ensemble dément, quoi, sur un des carrefours les plus centraux de Centrale, si j'ose dire. Non, un beau magasin, quoi, très sympa. Ok, c'est quoi l'avenir pour Baseline, pour toi, les prochaines années, des projets en cours? À court terme, c'est de se focaliser sur la Chine. L'activité en Chine a repris depuis le mois d'avril. Le retail tourne bien, donc il y a pas mal de projets de développement. Il y a des marques qui veulent s'implanter en Chine. Il y a à peu près 2000 projets d'hôtels en Chine sur 2021. Et ça va continuer sur les années à venir. Il y a la Greater Bay, là de l'autre côté de la frontière entre Shenzhen, Canton et Zhuhai. Greater Bay Area. Greater Bay Area, oui, qui est une zone de développement incroyable, je pense. Qu'on comprend pas complètement et qui est difficile de toucher aujourd'hui parce qu'on n'arrive pas à mettre le pied de l'autre côté de la frontière à cause du virus. Mais néanmoins, là, on travaille actuellement sur un projet. C'est quasiment une ville, quoi. Il y a des villes qui se construisent à côté de Zhuhai. Donc il y a beaucoup à faire sur la Chine. Donc là, on est en train de renforcer notre équipe sur la Chine. Et t'as une équipe présente aussi en Chine? Ouais. On a une équipe à Shanghai depuis 4 ans maintenant. Okay. Et, ça a vraiment décollé l'année dernière. Et là, on est en train de renforcer l'équipe pour pouvoir répondre à la demande. Et puis sur Hong Kong, c'est plus de R&D, un renforcement des compétences aussi pour pouvoir suivre nos clients internationaux. Il y a des clients qu'on suit partout dans le monde. D'accord, ok. Très bien, on arrive à la fin de cet entretien. Je vais te poser la dernière question que je pose à chaque invité. C'est est-ce que tu as une astuce à partager pour hacker la Chine? Une astuce qui a fait ton succès ou qui t'a permis de mieux comprendre la Chine ou l'Asie en général, quoi. Ouais, alors une astuce, je sais pas, et hacker la Chine, je pense que c'est bien difficile, mais par contre, une attitude, je pense qu'on a parfois tendance à oublier, qui tient à l'humilité, qui tient à oublier sa culture et oublier ses principes. On est face à des gens qui fonctionnent pas comme les Occidentaux. Il n'y a pas le même référentiel de pensée. Je pense que c'est ce qui est le plus marquant en fait en Chine. Occidentaux, européens, on a tendance à être cartésien. On est face à une culture qui résonne de façon empirique, où tout est possible et on peut passer, on peut sauter des marches. C'est pas gênant. Je dirais que la plus grande différence pour moi entre l'Occident et l'Orient, c'est l'Occident, on est plus en 2D, en Orient, on est plus en 3D. Donc voilà.
Faut t'expliquer. Ça a l'air intéressant, mais je te suis pas sur la 2D et la 3D. C'est de visualiser quoi, la perception qu'on peut avoir des choses. Si on raisonne comme on nous a appris à raisonner en France, on va raisonner étape par étape. En Chine, on va regarder beaucoup plus l'environnement et il n'y a pas de règles. Il y a possibilité de casser les règles de hiérarchie, de protocole. Donc derrière cette avec une logique tout de même. Ouais. Parce qu'après, vu de l'extérieur, justement, quand on est face à des Chinois, ça peut donner une impression de chaos et de partir un peu dans tous les sens. Mais toi, tu penses qu'il y a une logique et que, enfin, j'en suis convaincu. Mais il y a une logique qu'on n'a pas, donc il faut se convaincre qu'il y a une logique qu'on n'a pas et que pour nous ça peut être déroutant, mais qu'en l'acceptant, on va pouvoir s'ouvrir des opportunités. Il faut l'accepter sans se perdre non plus, parce que parfois. C'est le risque, mais ça j'ai pas. C'est parce qu'on s'y retrouve justement. Quoi. J'ai pas la recette. Avec l'expérience justement, est-ce que tu commences à avoir des patterns, à retomber sur tes pieds plus facilement? Je pense que c'est comme toute expérience. Pour s'y retrouver, il faut s'y perdre. Donc on développe une sorte d'instinct. Quoi, ouais, c'est ça. À force, on développe. Comment dire, une pattern qui permet de réagir différemment et de passer outre certaines barrières ou certaines réactions qui peuvent être déroutantes. Ok, très bien. Très très belle conclusion quoi. À Hong Kong, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'expatriés qui en fait connaissent pas si bien la culture asiatique que ça. Je me rends compte, on peut être dans un cocon, mais on sent que voilà, toi tu t'es frotté au terrain, au Chine, au Japon, en Asie quoi. Donc merci beaucoup. Merci Raphaël. Et bonne chance pour la suite. Salut. Merci bien. Cet épisode de Sésame Asie est maintenant fini. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a sûrement plu. N'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Pour me contacter, le plus simple est de m'ajouter sur LinkedIn, Raphaël Séguier, S-E-G-H-I-E-R. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast, à suggérer des invités ou des thèmes qui vous intéressent. Tout feedback est le bienvenu. Merci d'avance et je vous retrouve au prochain épisode. Salut!